Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Bienvenue à vous qui nous retrouvez. Vous n'avez qu'à liker notre page YouTube et sans oublier Facebook et Instagram et vous allez nous retrouver. Notre grande interrogation du jour, crise alimentaire, céréales russo-ukrainiennes, l'Afrique en a-t-elle besoin? C'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, on parle justement de cette situation. Bien qu'ils ne soient pas logés à la même enseigne, les pays africains sont globalement très dépendant des importations de denrées alimentaires en provenance de la Russie et de l'Ukraine. En cas d'enlisement du conflit, on nous fait savoir que la situation pourrait devenir intenable pour plusieurs pays du continent, justement quand on parle de blé. C'est une véritable guerre dans la guerre. Le président russe Vladimir Poutine vient de dégainer une nouvelle arme pour peser davantage sur la scène diplomatique internationale. Le maître du Kremlin mise désormais sur les céréales et les engrais comme arme géopolitique de très longue portée. Lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre italien Mario Draghi, il s'est dit prêt à aider à surmonter la crise alimentaire provoquée par le blocage de céréales ukrainiennes et russes en raison du conflit en cours sous réserve d'une levée des sanctions contre Moscou. La Russie est prête à apporter une contribution significative pour surmonter la crise alimentaire grâce à l'exportation de céréales et d'engrais sous réserve de la levée par l'Occident des restrictions à motivation politique, a déclaré Vladimir Poutine, cité dans un communiqué du Kremlin qui précise que l'appel téléphonique a eu lieu à l'initiative de la partie italienne. Le chef d'État russe a également affirmé que les accusations occidentales selon lesquelles Moscou bloque les exportations de céréales ukrainiennes n'étaient pas fondées. Et d'ailleurs, il avait déclaré encore quelques mois que l'Occident est l'empire du mensonge. Les difficultés apparues sont liées, entre autres, à des perturbations dans le fonctionnement des chaînes de production et de logistique, ainsi qu'à la politique financière des pays occidentaux pendant la pandémie de coronavirus. La situation s'est aggravée en raison de restrictions anti-russes imposées par les États-Unis et l'Union européenne, a-t-il assuré. On parle bien sûr du président russe Vladimir Poutine. Voilà pourquoi nous aussi nous nous interrogeons aujourd'hui. Crise alimentaire, céréales russo-ukrainiennes, l'Afrique en a-t-elle besoin? Pour nous accompagner, je suis avec Albert Anatolaïssi, directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jelongos. Bonjour aux nombreux téléspectateurs, j'allais dire des millions de téléspectateurs de Panafricaniste Télévision. Ce matin, je vais dire bonjour au peuple malien, qui a mon soutien, qui a le soutien des panafricanistes. Je voudrais m'intéresser à un personnage qui me semble désormais ambigu. Je parle n'est-ce pas, de l'imam Mahmoud Dicko, oui, qui a suscité une polémique il y a quelques semaines avec sa sortie contre le gouvernement malien. Ce fameux imam sulfureux qui a créé des dynamiques de contestataires à l'intérieur de ce mouvement qui a débarqué M. Ibrahim Boubacar Keïta il y a un peu plus de 2 ans. Je parle du MERFP. Qui estime qui qualifie le gouvernement malien d'arrogant. Je pense qu'il commence son cerveau commence à lui jouer des petits tours, s'il ne peut passer par la case trahison, M. Mahmoud Dicko. Il ne faut pas que les fidèles de l'imam Mahmoud Dicko comprennent le contraire de ce que je leur dis. Nous sommes là dans une révolution. Rien à voir avec des prêches. Nous sommes dans une lutte politique. La prêche est une chose, la lutte politique est une chose. Si M. Mahmoud Dicko veut prendre position sur le fonctionnement de son pays, avec les dynamiques contraires qui visent à le déstabiliser, qui crée un parti politique, tout simplement, et qui s'exprime comme tel en tant qu'homme politique désormais, et non comme leader religieux qui va instrumentaliser une partie, n'est-ce pas, de la jeunesse malienne, parce que la dynamique dans laquelle nous sommes engagés est très sérieuse et elle est irréversible. Et ce n'est pas Mahmoud Dicko qui va arrêter cette dynamique. Merci pour l'invitation. Alors, Anatolaïssi, ces derniers temps-ci, on parle quand même de crise alimentaire sur le continent africain, parlant justement des céréales, puisque l'Afrique se nourrit énormément de pain. Est-ce que l'Afrique a réellement besoin des céréales venant de la Russie et de l'Ukraine? Oui et non. Non, d'abord parce que c'est qu'un gros scandale ce que je vais vous dire, M. Steve Jelongos. Je suis très offusqué de ce que M. Macky Sall, président en exercice de
l'Union africaine. C'est à ce titre qu'il est allé à Sochi, à Moscou et à Kiev en Ukraine, qui a rencontré le président Poutine pour des problèmes de blé et peut-être d'engrais. Parce que depuis 2004, nous sommes rendus aujourd'hui en 2022, autant pour moi, entre 2004 et 2020, ce sont les chiffres que j'ai, plus de 190 000 mètres carrés de terres arabes ont été vendus aux gouvernements étrangers, aux multinationales étrangères sur le continent africain. Je parle de terres, plus de 190 000 mètres carrés de terres arabes sur le continent africain. Et que viennent faire ces multinationales sur le continent africain? Hectares ou bien vous parlez de... non, 170 000 hectares, merci. 190 000 hectares de terrain. De 190 000 hectares, merci pour la correction, des terres arabes ont été vendus ou loués sous forme de bail emphytéotique aux gouvernements étrangers, aux multinationales étrangères, qui viennent faire quoi? Qui viennent pratiquer l'agriculture. Pas pour nourrir les Africains, mais pour nourrir leur population. Je prends le cas de la Chine, qui est sur le continent africain. Je prends le cas des États-Unis, qui sont sur le continent africain. Je parle le cas de la France, entre autres, parce qu'elles sont nombreuses. Et de l'Inde, voilà, qui viennent donc justement, qui viennent acquérir des hectares et des hectares de terres arables sur le continent africain. Et avec la complicité de qui? Avec la complicité de nos gouvernants. De ce point de vue, est-ce que, et ça c'est une réalité qui existe du côté du Sénégal, de M. Macky Sall qui est président de la République de ce côté-là, est-ce que dans ce contexte, vu sur ce prisme-là, M. Macky Sall devrait aller en Russie commander les céréales russes et ukrainiennes? Deuxième chose, quelle est la politique agricole qui est promue, n'est-ce pas, par nos gouvernants dans nos différents États africains? Aucune. Beaucoup sollicitent l'aide du PAM, Programme alimentaire mondial. Ils préfèrent aller faire les emplettes à Paris. Ils n'encouragent pas les initiatives privées locaux, local autant pour moi, privé, et les initiatives privées locales, très souvent portées par une jeunesse très dynamique, qui ne demande que des moyens pour justement conduire une agriculture intensive, modernisée, effectivement mécanisée. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique doit cesser d'être, comme j'ai l'habitude de le dire, je veux dire la boutique des fabricants. C'est-à-dire qu'ils fabriquent, ils viennent sur le continent africain, ils fabriquent, ils viennent prendre la matière première, ils viennent prendre même nos sols sur lesquels ils cultivent du riz, des céréales, et qui nous reviennent nous les vendre. Nous devons susciter les comptes. C'est-à-dire l'Afrique fait tourner l'homme multinational. De ce point de vue, ça nous conduit à quoi? À un changement d'élite. Parce que nous avons une élite politique qui n'a aucune vision. Surtout cette élite politique qui est ancrée dans le système france-africain. Cette élite n'a aucune vision pour l'Afrique. Il faut la mettre de côté. Maintenant, est-ce qu'il faut aller absolument et nécessairement en Ukraine dans le contexte actuel de la guerre, de l'opération militaire spéciale russe? Oui. Quand nous mettons en perspective les éléments que j'ai convoqués plus haut, à savoir que nous avons des dirigeants qui n'ont pas été proactifs, oui, pour mettre la population à l'abri d'une crise alimentaire, ou bien de rendre la population autosuffisante du point de vue alimentaire, que de laisser la famille, il faut aller faire la manche comme d'habitude. En Russie. En Russie, pourquoi? Je voudrais également vous convoquer, vous plonger dans un contexte historique. Il y a je crois il y a 2 ans, il y a 1 an environ, s'est tenue à Paris la fameuse conférence des ambassadeurs africains à Paris. Sur la bannière de M. Macron, le Jupiter, eh bien, il était question, enfin,
de permettre aux pays africains, notamment les espaces francophones, de pouvoir obtenir ces fameuses moissonneuses-batteuses qui vont permettre aux États africains de pouvoir industrialiser leur agriculture. Mais derrière cette magnanimité, entre guillemets, de M. Macron, il y a une arrière-pensée. C'est-à-dire qu'en prévision de l'opération actuelle, au militaire actuel en cours, du côté de l'Ukraine, qui va véritablement créer la famine, pas seulement en Afrique, contrairement à ce qu'ils disent, Oui. mais qui va également créer la famine en Europe. Il faut donc que l'Afrique devienne une alternative. C'est déjà le cas en ce qui concerne le gaz. Vous avez vu un balai diplomatique il y a quelques jours du côté de l'Algérie, du côté du Sénégal. Vous avez vu un chancelier d'un pays européen faire des tours là-bas. Donc, vous avez vu le même chancelier aller faire un tour, je crois, si mes souvenirs sont exacts, du côté du Nigeria. Ça veut dire qu'il va falloir, il est question de trouver des alternatives au gaz, au pétrole, n'est-ce pas, russe, en Afrique. Oui. C'est la même chose en ce qui concerne justement ces céréales-là, c'est-à-dire, je veux dire, les denrées alimentaires. Donc, quand monsieur le Jupiter décide enfin de lever le pied sur les moissonneuses batteuses pour permettre à certains pays africains d'en disposer pour industrialiser leur agriculture, c'est avec des arrière-pensées. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, ça nous renvoie au même paradigme. C'est-à-dire, nous avons affaire à une élite dirigeante qui n'a aucune vision. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, avec au moins plus de 2 tiers de terres arables. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on va chercher en Ukraine ou en Russie? Deuxième chose, de par nos réalités culturelles, est-ce qu'on a besoin de manger le blé tous les matins? Monsieur, vous avez besoin de manger le pain tous les matins? Je vous réponds tout de suite. Mais pourquoi est-ce qu'on doit épouser les modes alimentaires des autres? Pourquoi on doit utiliser l'extraversion alimentaire, ce qu'on appelle l'extraversion alimentaire? Nous avons notre culture traditionnelle. Moi, je n'ai pas besoin du pain le matin. Je n'ai pas besoin de manger, de prendre une tasse de café le matin. Je n'ai pas besoin de prendre un hamburger, si vous voulez, un sandwich. Je peux prendre autre chose. La preuve, c'est que dans mon pays, le Cameroun, depuis que cette affaire de blé est devenue un genre comme on dit chez nous au quartier, mais vous avez des alternatives. Justement, je veux parler de ces alternatives. Oui, ces alternatives, c'est le pain de plantain, le pain de manioc. Voilà. C'est du pain fait à base de la farine de patate. Oui. Du pain fait à base de la farine n'est-ce pas, du manis. Du pain fait à base de la farine, n'est-ce pas, j'allais dire, de pommes de terre et du plantain, entre autres, et du manioc. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher dans cet embryomanie? C'est-à-dire que ça aurait été absolument, l'Union européenne et l'OTAN veulent absolument, et ce qu'ils ont essayé de faire, dans le cadre des fameuses résolutions qu'ils ont voulu imposer aux Africains, s'agissant justement de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on demeure cette rente géopolitique, que le continent africain demeure pour eux, cette rente géopolitique qui doivent traîner dans n'importe quelle opération foireuse. Je crois qu'aujourd'hui, si nous avons affaire à des dirigeants visionnaires qui travaillent pour leur population, pour leur peuple, Monsieur Ngoz, on n'a rien à foutre du blé russe. Les Africains n'ont rien à foutre avec du blé ukrainien. Albert Anatola, ici, il y a quand même cette question qui taraude les esprits des Africains jusqu'à preuve de contraire. Nous sommes sur le continent africain. Vous avez dit tout à l'heure que nous mangeons entièrement et totalement africain. Vous avez dit que nous n'avons pas besoin du blé russe ni du blé ukrainien. Pourquoi ne pas se lancer justement dans une autre agriculture? Mais écoutez, monsieur, je vous ai dit tantôt que nous avons affaire à une élite dirigeante africaine, enfin certaines, je ne pas tous. Il y en a qui ont certaines visions, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de leur politique pour des raisons de contingence ou bien pour d'autres dynamiques. Mais en Afrique francophone, c'est un gros problème. Lorsque vous regardez le tableau des pays africains les plus riches, il n'y a aucun pays de l'espace francophone qui y figure.
On va quand même dire que ce n'est pas les Africains qui font les chiffres, Albert Anatola, ici. Non, je vous dis que non. Les Africains n'ont pas à attendre que ce soit les autres qui leur présentent les statistiques de ce qu'ils font. Ça, c'est comme si vous demandez à votre bourreau de réécrire l'histoire de ses crimes. Non. Il nous appartient à nous d'écrire notre mémoire. Donc, je parle de notre mémoire historique, notre mémoire culturelle et tout ce que vous voulez. Je pense que, comme je l'ai dit, nous avons affaire à une élite moribonde qui n'a aucune vision pour son peuple. C'est de ça qu'il est question. Vous avez vu, comme tout le monde, y compris certains pays de la CEDEAO, sont en train de tirer sur qui? Sur le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali a choisi une voie. Cette voie-là, c'est une voie pour eux, c'est une voie qui est compliquée. C'est un modèle qui ne doit pas être copié, qui ne doit pas faire tâche d'huile. Non, le Mali, c'est un très mauvais élève pour la France-Afrique, c'est un très mauvais élève pour les mondialistes, c'est un très mauvais élève, le Mali, pour Paris. Donc, quand je le dis, mais pratiquez votre agriculture. Vous n'allez plus vendre dans vos rayons, dans les rayons des enseignes internationales, des multinationales étrangères, la malbouffe qui vient de l'autre côté. Mais si vous pratiquez votre agriculture, je crois que nous avons un douanier, Simon Depo, non pas le nommer, qui promeut, je ne sais pas, le Made in Africa. C'est ça qui est la question. Mais ce Made in Africa doit être soutenu, doit être appuyé, doit s'accompagner justement, j'allais dire, des décisions politiques fortes. Mais tant que nous n'avons pas de panafricanistes qui ont le pouvoir quelque part, le Made in Africa va avoir des problèmes. Donc, c'est ça qui est la question. Il faut donc aujourd'hui, pour revenir à votre question, nous constatons, M. Ngos, oui. Est-ce que la plupart de ces chefs d'État ne mangent que ce qui vient de l'autre côté de Paris? Ils ne boivent que ce qui vient de l'autre côté, justement, de la Grande-Bretagne, des États-Unis? Non. Ce qui fait la force d'un État, c'est son agriculture. Si aujourd'hui les États-Unis sont en pouvoir, une puissance, en plus des rapines qui commettent de gauche à droite, même s'ils que paraît les autres, puisqu'ils ne vivent que des rapines, vous avez le secteur de l'agriculture, le secteur agricole, qui est subventionné. Tout à l'heure, je vous parlais des moissonneuses-batteuses. Qu'un vulgaire cultivateur, agriculteur peut obtenir à vil prix en France. Mais combien d'États africains disposent-ils d'une moissonneuse-batteuse? Aucune. Vous avez la question fondamentale, qui est la question foncière. Mais cette question foncière est également dévoilée parce que je vous l'ai dit tantôt, qu'entre 2004 jusqu'à 2020, vous avez plus de 190 000 hectares de terres arables qui ont été cédés aux organismes étrangers, aux multinationales étrangères, aux gouvernements étrangers. Quand on parle de crise alimentaire, quand l'Europe parle de crise alimentaire, de quelle crise alimentaire parle-t-on? Du côté de l'Europe ou bien du côté de l'Afrique? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on nous a dit depuis le début des années 2000 que l'Afrique peut être suffisante alimentairement. Non, tout à l'heure, je vous ai dit que dans leur raisonnement géopolitique, ils veulent toujours associer l'Afrique dans leur projet foireux. Parce que, en réalité, je vous ai dit, il y a 2 ans, non, l'année dernière, pas 2 ans, il y a l'année dernière, M. Macron a organisé à Paris la conférence des ambassadeurs africains à Paris pour leur faire des annonces portant sur la possibilité pour les États africains d'obtenir des moissonneuses-batteuses. C'est dans la perspective de ce qui est en train de se passer en Ukraine et qui va se passer sur d'autres zones d'influence, dans d'autres espaces de vie sur le globe. C'est-à-dire que l'Europe aura faim. Aujourd'hui... Aura faim ou bien l'Europe a déjà faim? Non, maintenant ils commencent à avoir faim. Oui. Moi, je me mets dans le contexte de 2021. Maintenant, l'Europe a faim. Ils sont en train de subir l'inflation, la spéculation au niveau déjà de l'énergie à travers le gaz, au niveau du pétrole à travers le carburant dont le prix on connaît, c'est un renchérissement au niveau des prix. Maintenant, il y a donc la bouffe. Quand vous regardez aujourd'hui
certaines télévisions qui veulent bien vous montrer ces images-là. Vous avez des pays où des rayons, certains magasins sont vides. Où vous avez, il n'y a plus de, le fameux tournesol, le fameux là-bas de tournesol, ça n'existe plus parce qu'ils prenaient cela en Ukraine et en Russie. Est-ce que l'Africain a besoin de tournesol pour faire la cuisine chez lui? Je ne pense pas. Donc je pense que ça pose un problème de ce que j'appelle une culture hybride. Ça ne dit pas de culture alimentaire hybride. Où l'Africain abandonne sa culture alimentaire pour aller épouser une culture alimentaire qui nous rend obèses. Un Africain, par nature, n'est pas obèse. Hein? Parce qu'il mange naturel. Il ne mange pas des trucs qui sont avariés, des trucs qui sont trop synthétisés, parce que ça vient de la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, il est question de régler le problème fondamental qui est le problème foncier. C'est-à-dire qu'on met à la disposition des Africains volontaires et dynamiques qui veulent s'investir dans l'agriculture et qu'on leur donne des moyens pour ça. Que de nous vendre les droits de l'homme, la démocratie. Mais si ces gens-là nous aimaient autant, je pense qu'ils nous donneraient en lieu et place de la démocratie, en lieu et place des droits de l'homme, des droits humains et les nouveaux droits de l'homme, les moissonneuses batteuses. Merci à vous, Albert Atola, ici, d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bonne journée à toutes et à tous.